Si vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Bienvenue, mesdames et messieurs, voici les titres de votre journal. La Guinée et l'Azerbaïdjan jettent les bases de leurs relations diplomatiques. Une mission en provenance de Bakou est reçue à Conakry par le ministre des Affaires étrangères. Le début d'une coopération qui s'annonce prometteuse. Et puis, c'est un procès pour l'exemple et pour l'histoire qui s'est tenu ce mardi à Kankan. L'homme à l'origine de la mort de Dame Adama Konaté était devant les juges. L'accusé est reconnu coupable des faits et condamné par le tribunal. Et il sera question de sport avec ses retrouvailles pour l'équipe féminine senior de handball. Les joueuses guinéennes sont en Tunisie au programme des séances d'entraînement pour mieux aborder les prochaines confrontations. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par une série de décrets. Décret D 2025-0048 PRG CNRD SGG portant nomination au ministère des Transports. Le président de la République, vu la charte de la transition décrète. Article 1er. Les hauts cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. 1. Directrice générale de la Société nationale des chemins de fer de Guinée, SNCFG, Madame Rose Kasso Tengiano, précédemment directrice générale adjointe de la SNCFG. 2. Directeur général adjoint de la Société nationale des chemins de fer de Guinée, SNCFG, Monsieur Agibou Lamarana Diallo, gestionnaire précédemment en service au cabinet du ministre des Transports. 3. Inspecteur régional des transports de Conakry, Monsieur Mohamed Sherif Aïdara, gestionnaire, matricule 2754-53C. 4. Inspecteur régional des transports de Boké, Monsieur Sekou Bari, juriste, matricule 312-446P en service au ministère des Transports. 5. Inspecteur régional des transports de Farana, Monsieur Mamadouba Bangoura, juriste, matricule 230150S en service au ministère des Transports. 6. Inspecteur régional des transports de Kankan, Monsieur Mori Kourouma, juriste, matricule 251-862J en service au ministère des Transports. 7. Inspecteur régional des transports de Kindia, Monsieur Mamadou Aliou Baldé, juriste. 8. Inspecteur régional des transports de l'Abbé, Monsieur Mamadou Dian Keita, gestionnaire comptable, matricule 245-295E, précédemment en service à la direction régionale de l'hydraulique de Boké. 9. Inspecteur régional des transports de Mamou, Monsieur Oumar Bari, économiste, matricule 255-580L, précédemment en service au ministère des Affaires étrangères. 10. Inspecteur régional des transports de Zérékoré, Monsieur Jean-Jacques Lama, gestionnaire, matricule 246-873Y en service au ministère des Transports. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 8 avril 2025, signé Général Mamadi Doumbouya. Décret D 2025-0049 PRG CNRD SGG portant nomination de hauts cadres au ministère de la Pêche et de l'économie maritime. Le président de la République, vu la charte de la transition décrète. Article 1er. Les hauts cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. 1.
Conseillère principale, Madame Rabiatou Diaby, consultante. 2. Inspecteur général, Monsieur Luc Mamadi Oliano. 3. Inspecteur général adjoint, Monsieur Boubacar Kamara, précédemment inspecteur général adjoint par intérim. 4. Directeur national de la pêche maritime, Monsieur Mamadou Dramé, précédemment chef de division pêche industrielle à la Direction nationale des pêches maritimes. 5. Directeur national adjoint de la pêche maritime, Monsieur Aboubakar Touré, inspecteur des impôts, précédemment chef du service analyse risque et appui au réseau à la Direction générale des impôts. 6. Directrice nationale de l'économie maritime, Madame Jeanne Damé, précédemment directrice nationale de l'aménagement des pêcheries. 7. Directeur national adjoint de l'économie maritime, Monsieur Saïfoulaï Baldé, précédemment inspecteur régional de la pêche et de l'économie maritime de Conakry. 8. Directeur général du Bureau de stratégie et de développement, Monsieur Ismaël Tahirou Traoré, gestionnaire de ressources humaines. 9. Directeur général adjoint du Bureau de stratégie et de développement, Monsieur Mohamed Lamine De Camara, précédemment conseiller chargé des questions de pêche, d'aquaculture et d'économie maritime. 10. Directeur national de la pêche continentale, Monsieur Sidiki Keita, précédemment directeur général de l'Agence nationale d'aquaculture. 11. Directeur national adjoint de la pêche continentale, Monsieur Mamadou Alpha Li. 12. Directrice nationale de l'aménagement des pêcheries, Madame Fatoumata Saransila, précédemment directrice nationale de la pêche maritime. 13. Directeur national adjoint de l'aménagement des pêcheries, Monsieur Simon-Pierre Camara, précédemment conseiller à la primature. 14. Directeur général de l'Office national de contrôle sanitaire des produits de la pêche et de l'aquaculture, ONSPA, Monsieur Mamadou Banou Diallo. 15. Directrice générale adjointe de l'Office national de contrôle sanitaire des produits de la pêche et de l'aquaculture, ONSPA, Madame Jeannette Léolama, précédemment directrice générale adjointe du Bureau de stratégie et de développement. 16. Directeur général du Centre d'appui à la pêche et à l'aquaculture, Monsieur Nama Kabassan Keita, précédemment responsable du suivi évaluation à l'Agence nationale d'aquaculture de Guinée. 17. Directeur général adjoint du Centre d'appui à la pêche et à l'aquaculture, Monsieur Aboubakar Kamara, spécialiste en passation de marché. 18. Directeur général du Centre national de surveillance et de police des pêches, CNSP, Monsieur Guillaume Hawing. 19. Directeur général adjoint du Centre national de surveillance et de police des pêches, CNSP, Monsieur Sekou Kamara, juriste. 20. Directrice générale du Centre national des sciences halieutiques de Boussoura, CNSHB, Dr Mariama Diallo, précédemment directrice générale adjointe du CNSHB. 21. Directeur général adjoint du Centre national des sciences halieutiques de Boussoura, CNSHB, Monsieur Aboubakar Aminata Touré, précédemment directeur national adjoint de l'aménagement des pêcheries. 22. Directeur général de l'Agence nationale d'aquaculture de Guinée,
ANAG. Monsieur Louis Kamano, précédemment directeur national de la pêche continentale. 23. Directeur général adjoint de l'Agence nationale d'aquaculture de Guinée, ANAG. Monsieur Mamadi Odia Kaba. Article 2. Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 8 avril 2025, signé Général Mamadi Doumbouya. Décret D 2025 0050 PRG CNRD SGG portant nomination des directeurs préfectoraux du plan. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Les cadres dont les prénoms et noms suivants sont nommés dans les fonctions suivantes. 1. Directrice préfectorale du plan de Koya, Madame Mariama Baldé, matricule 2511-58E, précédemment chef de section chargé de la région administrative de l'Abbé à la direction nationale du plan. 2. Directeur préfectoral du plan de Dubreka, Monsieur Ibrahima Diaby, matricule 315506F, sociologue. 3. Directeur préfectoral du plan de Boké, Monsieur Mamadou Alpha Diallo, matricule 187 514W, précédemment directeur préfectoral du plan de l'Abbé. 4. Directeur préfectoral du plan de Bofa, Monsieur Amara Kumbasa, matricule 24 45 97 V. 5. Directeur préfectoral du plan de Kindia, Monsieur Amara Kebe, spécialiste en relations internationales. 6. Directrice préfectorale du plan de Télimélé, Madame Hawa Kamara, matricule 244 937 L, précédemment chef de section planification et statistique à la direction préfectorale du plan de Télimélé. 7. Directeur préfectoral du plan de Forêt-Caria, Monsieur Abdoulaye Kaba, matricule 23 83 18 S, précédemment directeur préfectoral du plan de Forêt-Caria. 8. Directeur préfectoral du plan de Pita, Monsieur Mamadou Sadio Diallo, matricule 21 17 75 C, précédemment directeur préfectoral du plan de Pita. 9. Directeur préfectoral du plan de Fria, Monsieur Mamadi Souaré, économiste. 10. Directeur préfectoral du plan de Gawal, Monsieur Togba Lama, matricule 31 23 78 K, précédemment inspecteur régional du plan par intérim de Kindia. 11. Directrice préfectorale du plan de Koundara, Madame Mariama Diallo, matricule 240 000V, précédemment directrice sous-préfectorale adjointe de l'enseignement élémentaire de Koundara. 12. Directeur préfectoral du plan de Mamou, Monsieur Moustapha Fofana, économiste. 13. Directeur préfectoral du plan de Dalaba, Monsieur Soriba Souaré, économiste. 14. Directeur préfectoral du plan de l'Abbé, Monsieur Tidiane Tabouré, économiste. 15. Directeur préfectoral du plan de Farana, Monsieur Mohamed Nsila, économiste. 16. Directeur préfectoral du plan de Koubia, Monsieur Mamadou Aliou Dile Diallo, matricule 29 18 29E, précédemment directeur préfectoral du plan par intérim de Koubia. 17. Directeur préfectoral du plan de Dabola, Monsieur Yaya Kouyaté, matricule
195 752A en service à la direction préfectorale de l'éducation de Dabola. 18. Directeur préfectoral du plan de Tougué, M. Oumar Paté Baldé, matricule 2110 70 S, précédemment directeur préfectoral du plan de Tougué. 19. Directeur préfectoral du plan de Lelouma, M. Kaman Sidibé, économiste. 20. Directeur préfectoral du plan de Kankan, M. Ousmane Dabo, économiste. 21. Directeur préfectoral du plan de Mali, M. Ibrahima Kindi Diallo, économiste. 22. Directeur préfectoral du plan de Kissidougou, M. Dominique Bilivogui, économiste. 23. Directeur préfectoral du plan de Dingirai, M. Yaya Sherif, informaticien. 24. Directeur préfectoral du plan de Kouroussa, M. Ibrahima Souri Koma, gestionnaire des ressources humaines. 25. Directeur préfectoral du plan de Sigiri, M. Mamadou Mariama Traoré, matricule 313 780 S, précédemment chef de section chargé de la planification à la direction préfectorale du plan de Sigiri. 26. Directeur préfectoral du plan de Mandiana, M. Mamadou Laho Diallo, matricule 21-2011W, précédemment directeur préfectoral du plan de Kankan. 27. Directeur préfectoral du plan de Kerouane, M. Mamadi Kamara, matricule 246 806 Z, précédemment directeur préfectoral du plan de Kerouane. 28. Directrice préfectorale du plan de Zérékoré, Madame Léopou Françoise Lama, matricule 212 628 P. 29. Directeur préfectoral du plan de Lola, M. Ahmadou Doubaya Kamara, ingénieur. 30. Directeur préfectoral du plan de Beila, M. Oumar Kamara, précédemment directeur préfectoral du plan par intérim de Beila. 31. Directeur préfectoral du plan de Yomou, M. Mamadi Soumaoro, économiste. 32. Directeur préfectoral du plan de Massanta, M. Sidiki Marega, économiste. 33. Directrice préfectorale du plan de Gekedou, Madame Joséphine Finda Milimono, matricule 212 632 X, précédemment directrice préfectorale du plan de Gekedou. Article 2. Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 8 avril 2025, signé Général Mamadi Doumbouya. Je le disais au sommaire de ce journal, une mission en provenance d'Azerbaïdjan séjourne dans notre pays. Ce matin, le vice-ministre des Affaires étrangères et sa suite ont été reçus par le chef de la délégation guinéenne. Au menu de la rencontre, le début d'une coopération bilatérale entre nos deux États. Reportage Makemed Ozo et Moussa Bangoura. C'est inédit. Une délégation d'Azerbaïdjanaises enfin en Guinée. C'est la première fois qu'une telle délégation de la République d'Azerbaïdjan effectue une mission de travail à Conakry. Cette mission intervient 3 mois après l'accréditation de l'ambassadeur de la Guinée dans ce pays ami. L'objectif est d'explorer les opportunités de coopération entre les deux pays. Et ce que nous espérons de cette visite, c'est d'identifier des opportunités et afin de conclure un accord sur notre visite, dans le but que nous coopérons dans un sens un peu plus solide et ensuite nous focaliser sur la mise en pratique de cet accord. On souhaite que la même relation continue. L'Azerbaïdjan n'oublie pas le rôle que la République de Guinée a joué il y a de cela 3 décennies en sa faveur.
En effet, la Guinée a été le premier pays africain à reconnaître le nouvel État d'Azerbaïdjan. Un petit rappel qui pose les bases d'une coopération bilatérale fructueuse. La Guinée a été officiellement représentée par son ambassadeur qui a présenté ses lettres de créance au président de la République d'Azerbaïdjan. Et immédiatement, le président de la République d'Azerbaïdjan a remercié et félicité le chef de l'État, le président de la République de Guinée, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, et a pris la décision d'envoyer 2 mois plus tard une forte délégation gouvernementale pour prendre contact avec la Guinée, voir dans quel domaine nous pouvons coopérer. Et aujourd'hui, ils sont ici avec cette forte délégation pour traduire en action concrète l'engagement de nos 2 présidents qui ont placé leur confiance l'un en l'autre en échangeant des ambassadeurs. Quand je dis toujours que nous ne sommes pas un petit pays, aujourd'hui, nos amis d'Azerbaïdjan ont encore remercié la Guinée parce que la Guinée a été le premier pays africain à reconnaître l'Azerbaïdjan quand il a été indépendant il y a 34 ans. Après le ministère des Affaires étrangères, la délégation est attendue dans d'autres départements ministériels pour un rapprochement économique dans l'intérêt des 2 pays. Et c'est dans ce contexte que les Rwandais commémorent le 31e anniversaire du génocide survenu dans leur pays. En Guinée, la communauté rwandaise s'est mobilisée pour l'occasion. Plusieurs membres du gouvernement étaient à leur côté pour marquer ces moments de souvenir et de communion. Alpha Isiagaba. En 1994, des Rwandais se sont affrontés dans une violence extrême. Un conflit ethnique au lourd bilan humain avec plus d'1 million de personnes tuées en 100 jours, selon les chiffres des organisations internationales. 31 ans après les génocides perpétrés contre les Tutsis, l'ambassade du Rwanda en Guinée se souvient encore de cette période noire de la vie du pays. Ici, entre diplomates et membres du gouvernement guinéen, le génocide est commémoré. Nous nous souvenons des enfants, des femmes, des hommes brutalement arrachés à la vie. De leurs visages, de leurs rires, de leurs rêves interrompus. Nous nous souvenons des survivants qui portent en eux la douleur, la mémoire et la résilience. Nous devons être la voix de ceux qui ne peuvent plus parler. Nous devons transmettre leur histoire, sans les diluer, sans l'effacer, pour que jamais l'horreur ne soit reproduite. Nous rendons hommage et nous honorons les victimes ainsi que les survivants du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 dans le souvenir et dans la dignité. La meilleure façon de le faire est de renforcer les mécanismes pour prévenir et lutter contre ce crime abominable. Résilience et unité nationale, voici ce qui a caractérisé le peuple rwandais depuis le génocide au pays des 1000 collines. Les plaies se sont cicatrisées et le pardon national a triomphé. Les Rwandais sont restés unis pour la reconstruction de leur pays. Le président de la République de Guinée, le chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, m'a chargé de vous exprimer à vous, monsieur l'ambassadeur, à votre président et à votre peuple, toute la compassion de la nation guinéenne, la résilience exceptionnelle de votre peuple sous le leadership du président Paul Kagame. Nul ne pouvait imaginer qu'en si peu de temps, des gens qui se sont entretués puissent aujourd'hui se retrouver et dire « nous ne sommes qu'un seul peuple ». La commémoration en Guinée du 31e anniversaire du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda témoigne de l'excellence des liens d'amitié et de coopération entre le peuple rwandais et guinéen, des relations diplomatiques bilatérales renforcées par la vision commune de 2 chefs d'État, Général Mamadi Doumbouya et Paul Kagame.
Et nous partons à présent à Kampala, c'est en Ouganda, et c'est là justement que les travaux de la 11e session du Forum régional africain pour le développement durable se tiennent. À la veille de l'ouverture de ces travaux, des rencontres sont initiées pour plus de visibilité sur des questions liées au développement durable. La ministre guinéenne de la Pêche et de l'économie maritime s'est exprimée par visioconférence. Elle a présenté la politique de gestion des ODD en Guinée ainsi que le potentiel halieutique très riche de notre pays. Al-Gassimou Ba est notre envoyé spécial à Kampala. Ce forum qui s'inscrit dans la dynamique de l'agenda 2030 des Nations Unies et de l'agenda 2063 de l'Union africaine réunit de nombreux responsables politiques, experts, acteurs de la société civile et partenaires techniques et financiers à Kampala en Ouganda. Parallèlement à ce rendez-vous africain, des différents panels sont organisés. Des échanges qui permettent à plusieurs pays de partager leurs politiques, leurs innovations, leurs défis ou encore leurs solutions concrètes. Cela dans le but de protéger les océans, les mers et les ressources marines des différents pays africains. Le secteur de la pêche et de l'aquaculture constitue un pilier majeur de notre économie et un levier direct de notre souveraineté alimentaire. Il représente 4% du PIB, plus de 100 000 emplois directs. Face à ces défis, la Guinée a engagé sous la haute autorité de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, une série de réformes profondes pour faire de la gouvernance durable du secteur maritime un axe central de la refondation de notre pays. La Guinée, disposant d'un potentiel halieutique riche et varié, n'est pas en marge des effets du changement climatique. Cette plateforme d'échange et de coopération est une façon pour Fatima de présenter l'expérience guinéenne. Nous avons aménagé 3 aires maritimes protégées qui couvrent aujourd'hui plus de 15% de notre littoral et dont la gestion est communautaire et participative afin d'impliquer les populations riveraines dans les mécanismes de protection. Ce rendez-vous de donner et de recevoir est une occasion pour la Guinée de réaffirmer son engagement à coopérer avec les autres États africains, les organisations régionales et les partenaires internationaux afin de protéger la biodiversité marine et faire de l'économie bleue un véritable levier de transformation inclusive et durable. Et puis à la tête d'une équipe technique de son département, le ministre du Travail et de la Fonction publique séjourne à Paris. Au centre de cette offensive, le projet d'appui au perfectionnement de l'administration publique et un financement du gouvernement français à travers l'Agence française de développement exécutée par Expertise France. Mohamed Souma, Amadou Touré. À Paris, le ministre du Travail et de la Fonction publique, Faya François Bourouno, rencontre son homologue français. Au centre de ce tête-à-tête entre les deux ministres, le projet d'appui au perfectionnement de l'administration publique. Un programme de modernisation de l'administration guinéenne financé par le gouvernement de l'Hexagone à travers l'Agence française de développement AFD exécuté par Expertise France. Le projet au cœur de cette rencontre entre Faya François Bourouno et Laurent Massangeli, ministre de l'Action publique, de la Fonction publique et de la Simplification, a pour objectif de renforcer l'administration guinéenne en améliorant la qualité et les compétences de ses agents en dotant celle-ci d'un organisme de formation continue, durable et performant. Dans un programme de refondation et de rectification institutionnelle, ce séjour en France du ministre guinéen de la Fonction publique et du Travail va permettre en outre, dans un environnement marqué par plusieurs recrutements de nouveaux agents à la fonction publique, d'inculquer à ces jeunes cadres de l'administration des valeurs du service public et de l'intérêt général tout en leur permettant d'améliorer leurs capacités techniques et opérationnelles. À présent, le contenu de ce communiqué du Conseil national de la transition, communiqué portant convocation d'une plénière. Le président du Conseil national de la transition, CNT, convie l'ensemble des honorables conseils nationaux à une plénière ce mercredi 9 avril 2025 à 11h à l'hémicycle du Palais du Peuple. L'ordre du jour de cette plénière porte sur la délibération autour des amendements du projet de la nouvelle Constitution. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous les honorables conseils nationaux est exigée. Conakry, le 8 avril 2025, pour le bureau, le président du Conseil national de la transition, Dr Dansa Kourouma.
Et c'est donc un procès très attendu qui s'est tenu ce mardi au tribunal de première instance de Kankan, délocalisé à la cour d'appel. Bangali Traoré, 50 ans, comparaissait pour l'assassinat de Dame Adama Konaté. Les faits se sont déroulés au mois de mars dernier au Grand Marché de Kankan. Toutes les parties étaient présentes ce mardi au procès. Au terme des débats, l'accusé est reconnu coupable d'assassinat. Il est donc condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 30 ans. Diamo Kaba, Toumani Sira Diallo sont nos correspondants sur place. Dans les couloirs de la cour d'appel de Kankan, il est 10 heures. Une journée longue s'annonce pour les magistrats. Dans la salle d'audience, le public est autorisé à suivre les débats. Sur la table, un seul dossier à examiner, l'affaire Adama Konaté, la dame poignardée à mort le 20 mars dernier. À la barre, l'accusé, la cinquantaine Bangali Traoré, chauffeur de profession, poursuivi pour assassinat. Après les premières interrogations, il reconnaît les faits et demande pardon à la famille de la victime et le peuple de Guinée. Après la réquisition du procureur de la République et des séances de plaidoirie, le tribunal prononce la peine et les dommages-intérêts. Après en avoir délibéré conformément à la loi sur l'action publique, déclare M. Bangali Traoré coupable d'assassinat. Pour la répression, l'on condamne à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 30 ans. En conséquence, l'on condamne au paiement de la somme de 3 milliards de francs guinéens en faveur des héritiers de feu Adama Konaté. Ordonne la confiscation d'un couteau entassé de sang et d'une machette faisant objet du scellé numéro 017-2025 du 25 mars 2025. Après le verdict final, les parents de la victime se disent soulagés. Pour eux, la justice est rendue. Une victoire du parquet d'instance de Kankan qui exprime sa volonté de protéger les droits de l'homme. L'ambition de ce plan est de faire en sorte que la justice soit plus rapide, plus efficace et plus proche des citoyens. Je suis rassuré aujourd'hui avec cette décision rendue par le tribunal de première instance de Kankan. Les femmes de Guinée sont soulagées. Les larmes sont essuyées. La famille Konaté est également satisfaite en ce sens où l'accusé a été condamné au paiement d'un montant allant de 3 milliards de francs guinéens au profit de la famille victime. Ça aussi, ça vaut soulagement. Donc en général, nous sommes vraiment contents. Nous verrons à son transfèrement, n'est-ce pas, à une des prisons, à une des maisons d'arrêt plus sécurisées, afin qu'il puisse purger sa peine à vie. L'application stricte de la loi, une motivation sans relâche des autorités judiciaires pour dissuader des potentiels malfrats dans la cité. Merci à Diamo Kaba pour ces explications. Redynamisation de la recherche agronomique en Guinée. La direction générale de l'Institut de recherche agronomique de Guinée et le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement se concertent à Conakry. L'entretien est basé sur le renforcement de la coopération entre ces deux entités dans le but de l'appui institutionnel à la formation du personnel de l'IRAG. Marwan Kamara. L'amélioration des compétences techniques du personnel de l'Institut de recherche agronomique de Guinée est un moyen stratégique pour accompagner les acteurs dans les différentes filières de production. Un mécanisme qui nécessite l'appui à l'organisation institutionnelle pour mieux renforcer la recherche agronomique. C'est dans ce registre que la Direction générale de l'Institut de recherche agronomique de Guinée, IRAG, a initié cette rencontre de partage d'expériences avec le CIRAD, Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement basé à Montpellier, en France. Il s'agissait de discuter avec le CIRAD basé à Montpellier sur les questions de collaboration, de partenariat dans le cadre du renforcement du personnel, de l'appui à la réorganisation institutionnelle. L'IRAG aujourd'hui, il y a un grand défi. Il faut vraiment renforcer le personnel. La plupart des jeunes chercheurs ou des jeunes qui travaillent à l'IRAG, c'est des jeunes qui n'ont pas de diplôme post-universitaire. Il faut les accompagner à les former rapidement, ce qui va nous permettre de relancer la recherche. Au cours de ces conclaves, les principales activités réalisées de ces deux partenaires sont présentées. L'enjeu est de renforcer la collaboration entre ces deux entités dans le cadre de la redynamisation des recherches agronomiques en Guinée.
Nous sommes des partenaires, donc nous avons chacun notre part du travail à faire et notamment de convaincre un certain nombre de responsables politiques, financiers, de la pertinence des propositions qu'on sera en mesure de leur faire, donc pour débloquer des ressources qui nous permettent d'avancer dans cette voie du renforcement de capacité de la recherche agronomique en Guinée. À travers ce partenariat, la Direction générale de l'Institut de recherche agronomique de Guinée compte relancer la dynamique du renforcement des capacités des ressources humaines afin de mieux répondre aux multiples attentes des producteurs. Cet autre communiqué interministériel relatif à la transhumance transfrontalière. Le gouvernement de la République de Guinée, à travers ses départements ministériels compétents impliqués dans la gestion de la transhumance transfrontalière, informe l'ensemble des acteurs agro-pastoraux qu'une nouvelle mesure a été prise concernant la date de sortie des transhumants du territoire national guinéen. Suite à la séance de travail qui s'est tenue le lundi 7 avril 2025 entre le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage de la République de Guinée et celui de l'Élevage et de la Pêche de la République du Mali, et conformément à la recommandation du Conseil interministériel du mardi 8 avril 2025, il a été décidé que la date de sortie de tous les transhumants sur toute l'étendue du territoire national est fixée plus tard, au 2 mai 2025. Sont chargés de veiller à l'application stricte de cette mesure les services centraux et déconcentrés des ministères de la Défense nationale, de la Sécurité, de la Protection civile, de l'administration du territoire et de la décentralisation, de l'environnement et du développement durable, de l'agriculture et de l'élevage, ainsi que les fédérations régionales de la filière bétail-viande. Toute violation du présent communiqué est passible d'une poursuite judiciaire conformément à la réglementation en vigueur en République de Guinée. Signé le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, général de 2e section, El Haj Ibrahima Khalil Kondé, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Félix Lama, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Djami Diallo. Au ministère du Commerce, Industrie et PME, l'on vient d'initier les travailleurs aux notions de base de la santé et sécurité au travail. Il est question de leur apprendre comment éviter désormais les accidents et les dommages au cours de leurs différentes activités. La formation a porté sur plusieurs modules, dont le sécurisme au travail et le travail en hauteur. Abdul Karim Kamara. Devant les bureaux, scène inhabituelle pour ces cadres de l'administration publique. Casques vissés sur les têtes, la santé-sécurité au travail s'invite ce matin dans leur quotidien. L'initiative est portée par le ministère du Commerce, Industrie et PME à travers la Direction nationale des PME en collaboration avec le Centre des métiers industriels de Guinée. C'est une consolidation des aptitudes aux notions basiques du sécurisme, de la sécurité incendie et du travail en hauteur. Dans un monde en constante évolution, où les risques professionnels sont de plus en plus nombreux et complexes, il est primordial de se doter des connaissances et des compétences nécessaires pour prévenir les accidents, les maladies professionnelles et les impacts négatifs sur l'environnement. Ce que nous pouvons conseiller à tous les Guinéens, c'est d'être au rendez-vous. Nous sommes aujourd'hui en train de parler de Simandou 2040. Donc je pense que c'est une occasion de se former pour que ce soit valorisé le contenu local. L'essentiel porte sur les bons gestes à adopter pour secourir une personne en danger par noyade, saignement, hémorragie et étouffement, la connaissance des classes de feu, l'utilisation des extincteurs et des équipements de travail en hauteur. Vous le savez, lorsque nous prenons par exemple le secourisme au travail, il y a des cas d'urgence qui peuvent apparaître n'importe où et n'importe quand, dans nos lieux de travail et dans les ménages ou au niveau des routes. On peut y avoir partout des cas d'urgence où lorsque tu as des gestes qu'il faut, tu peux faire la différence en sauvant ici des vies. La ministre Dr Diaka Sidibé estime qu'au-delà de ces actions de prévention, d'information et de formation, c'est aussi une évaluation des risques professionnels sur chaque poste. Quand on parle d'industrialisation ou de commercialisation, il faut des cadres équipés, formés et outillés aussi à de nouvelles techniques. En tout cas, je me joins à tous mes cadres ici, à toutes mes félicitations aux récipiendaires. Cet apprentissage sur les fondamentaux de la santé-sécurité au travail a regroupé le personnel de la Direction nationale des PME et le représentant des directions générales et nationales du ministère du Commerce, Industrie et PME.
Une session de formation sur l'impact de l'environnement scolaire et l'évaluation des acquis des élèves se tient en ce moment dans la commune de Matoto. Plus de 200 enseignants venus des écoles publiques et privées participent à ce rendez-vous d'échange. Une formation qui s'étend sur 5 jours avec pour enjeu la maîtrise de l'environnement scolaire et le bien-être des élèves. Abdul Aziz Baldé. Le ministère de l'enseignement préuniversitaire, c'est aussi l'évaluation de l'impact de l'environnement scolaire. Une thématique nouvelle, mais un facteur de motivation qui favorise la concentration et la performance des élèves. À Matoto, les enseignants du CM2, dernière étape du cycle primaire, constituent la première cible de cette formation sur l'impact de l'environnement scolaire et l'évaluation des acquis des élèves. L'environnement veut dire que l'enfant doit suivre les cours dans les très bonnes conditions. C'est notre combat. Si nos salles de classe sont bien gérées, notre système éducatif ira très loin. Au total, 200 enseignants de la commune de Matoto apprennent les notions pédagogiques, la concentration et le bien-être des élèves. À travers une approche théorique et pratique, ces différents modules apporteront aux enseignants les outils nécessaires pour créer un cadre éducatif propice à l'apprentissage. Aujourd'hui, il y a un enjeu crucial au niveau de la gestion de l'environnement scolaire, non seulement à l'école, mais aussi à l'extérieur de l'école. Vous avez constaté dans ces derniers temps-là des violences au niveau de certaines écoles. Donc c'est pourquoi il est important pour nous de faire un renforcement des capacités des enseignants sur la gestion de l'environnement scolaire. C'est extrêmement important. Cette session est une initiative de la direction communale de l'éducation de Matoto. Jusqu'au 11 avril 2025, ces enseignants venus des établissements publics et privés de la commune seront en mesure d'analyser l'impact de l'environnement scolaire et d'identifier les éléments clés pour un cadre d'apprentissage optimal. Et pendant ce temps, le lycée Amilcar Cabral de Macenta vient d'être frappé par une catastrophe naturelle, une tornade qui a presque ravagé tout sur son passage. Les salles de classe sont désormais décoiffées. Les autorités de l'établissement, qui redoutent des difficultés pour les élèves ainsi que dans les préparatifs des examens, lancent un cri du cœur. Moussa Komara. Voici ce qui reste du collège lycée Amilcar Cabral de Macenta. Un établissement complètement défiguré après le passage d'un vent violent vendredi soir. Des manguiers déterrés, des salles de classe décoiffées. Le bilan est lourd. 107 élèves suivront désormais les cours à la Belle Étoile alors que la saison des pluies a déjà commencé dans la localité. Il est important que des dispositions idoines soient envisagées dès maintenant par les autorités à tous les niveaux, mais aussi par les ressortissants, que chacun puisse faire un peu pour que l'école-là puisse retrouver son image de marque. C'est autant dire que c'est des infrastructures complètement délabrées et qui ne tiennent plus maintenant face au poids des catastrophes naturelles. Ce vent violent survenu vendredi soir a aussi affecté des classes de l'école primaire franco-arabe de Konesseridou. La résidence du préfet n'a pas du tout été épargnée. En Lambo, le collège lycée Amilcar Cabral reste l'un des centres d'examen cette année. 321 candidats sont inscrits pour l'examen d'entrée en 7e. Le corps professoral, l'association des parents d'élèves et les encadreurs sont tous bouleversés par le sinistre. Au lendemain, les autorités préfectorales se sont fortement mobilisées pour évaluer les dégâts causés par la violente tornade. Nous nous rendons compte effectivement que c'est sur le fond de bâtiments vétus que le vent a décoiffé 3 des salles de classe du collège. Donc les dégâts sont énormes. Là va impacter négativement sur le cours normal des études au niveau de cet établissement. Le collège lycée Amilcar Cabral est l'un des plus grands établissements de Macenta. Ces infrastructures construites depuis 1974 ne répondent plus. Aucune rénovation ni entretien. L'urgence s'impose pour sauver l'éducation de ces 861 élèves, dont 359 filles. L'actualité sportive, je le disais au sommaire, c'est le Sili Handball Senior Dames qui est en regroupement en Tunisie. Ce stage d'une semaine va permettre à l'équipe féminine de se retrouver, mais aussi de suivre des séances d'entraînement intenses dans la perspective des prochaines confrontations. Bintia Kondé.
C'est une équipe à ossature mixte composée de professionnels et de joueuses évoluant dans le championnat national. Une image qui dénote l'importance qu'accorde la Fédération guinéenne de handball dans la valorisation des talents locaux. Une semaine d'intenses travaux techniques et tactiques coordonnés par le duo Thierry Vincent et Lansana Dinalou Camara. Ce stage va nous servir à continuer à se développer et à travailler tactiquement, surtout avec l'équipe, en vue d'essayer de déjà démarrer la préparation de la prochaine CAN. De se retrouver après la CAN, ça fait toujours plaisir de commencer en plus à travailler pour préparer la prochaine CAN. Avec des nouvelles joueuses, en plus on intègre les jeunes, donc ça fait toujours plaisir de se retrouver comme ça. C'est le premier stage qu'on a après la CAN, déjà c'est incroyable parce qu'on s'y attendait pas vraiment, on pensait pas qu'il y aurait eu le stage et qu'on allait commencer si tôt à préparer la prochaine CAN. Du coup là je pense que nos souhaits ont été entendus et j'espère que ça va continuer comme ça et qu'on aura d'autres stages pour continuer à travailler. Un stage de perfectionnement qui rime avec le projet sportif établi par la Fédération guinéenne de handball pour faire de cette équipe du Sili une autre image du handball africain lors des différentes compétitions. On a toujours l'ambition d'aller dans le dernier carré. Tout dépendra des joueuses qui seront à notre disposition. Là, sur ce stage, on a convoqué des vraiment jeunes joueuses pour voir ce qu'elles donnaient parce qu'il reste quand même plus d'un an et demi avant la CAN. Donc, essayer de mettre en place un programme de travail avec ces jeunes. Après avoir donc réussi le premier objectif qui porte sur la constance au niveau de sa participation à la CAN, l'équipe féminine de handball de Guinée se veut désormais beaucoup plus ambitieuse. Le principe est clair, plus de simple participation, mais plutôt l'envie de finir dans le dernier carré et pourquoi pas sur l'une des marches du podium de cette grande messe du handball africain. Et voilà qui nous amène, mesdames et messieurs, au condensé de l'actualité internationale sous forme de télégramme. C'est une signature ce soir de Mounir Bari. Selon la Maison-Blanche, plus de 50 pays entament des négociations pour réduire les barrières douanières. Sur la question, le président américain Donald Trump reste inflexible. D'après l'administration Trump, il n'y aura pas de report des droits de douane et de suspension dans l'immédiat. Le secrétaire de Trump Commerce met en garde. Démantèlement des camps de migrants installés en Tunisie. Ces hommes et ces femmes originaires d'Afrique subsaharienne s'exposent à un spectacle impuissant et périluisant. Après cette découverte, les migrants sont désemparés. Une situation dramatique, c'est l'Organisation internationale pour les migrants et les autorités tunisiennes. Un incendie ravage depuis hier un centre de tri de déchets dans le nord-ouest de Paris. Pas de pertes en vies humaines, mais les dégâts sont impressionnants. Malgré les efforts déployés par les services spécialisés, pour l'instant, le feu n'est pas encore maîtrisé. Et page noire de ce journal, mesdames et messieurs, l'armée guinéenne est en deuil. 2 de ses voyants serviteurs sont décédés de suite de maladie à la base aérienne principale de Conakry. Les honneurs militaires sont rendus au colonel d'aviation à la retraite Fodé Bokari Vivas Sila. Au même moment, au bataillon du génie militaire, c'est le colonel Boukariou Fofana, un officier dévoué de la classe 93, qui reçoit un dernier hommage de ses frères d'armes. Retour sur les temps forts de ces moments d'émotion avec adjudant Abdul Kader Kamara, correspondant de la presse militaire. Le colonel d'aviation à la retraite Fodé Bokari Sila Vivas, ancien directeur général des opérations et instructions de l'état-major général des armées, membre du comité technique sectoriel de défense, n'est plus. Incorporé dans l'armée en 1965 par voie de concours, au compte de l'aviation militaire, le colonel Fodé Bokari Sila Vivas a gravi les échelons et occupé d'importants postes de responsabilité au sein des forces armées guinéennes, commandant du 3e contingent de l'ECOMOG, commandant de la zone opérationnelle de Benti à Pamela et de plusieurs autres positions. Ce vendredi, parents, amis et collaborateurs lui rendent un dernier hommage ici, à la base aérienne principale de Conakry. Mon colonel, au-delà de ces actes de bravoure et de patriotisme, l'énergie, la motivation et le courage que vous avez montrés tout au long de ces années font entrer votre exemple dans le cœur de tous nos militaires
et singulièrement celui de vos anciens camarades de l'escadrille des hélicoptères de combat, où vous avez servi pendant plus de 44 ans. Vous n'avez jamais rien sacrifié à la mission d'excellence qui vous a été confiée. C'est à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. C'est avec une profonde tristesse et une immense douleur que nous rassemblons aujourd'hui pour honorer la mémoire d'un homme d'exception, un patriote dévoué, un père aimant, un guide inspirant, un véritable héros. Au même moment, l'armée guinéenne rend hommage au colonel Boukari Fofana de la classe 93, jusqu'ici chef section hydrocarbures à la 4e région militaire de Nzérékori, décédé mercredi dernier à l'hôpital sino-guinéen. À la place d'armes du bataillon du génie militaire, un dernier hommage lui est rendu par ses compagnons d'armes. Le colonel Boukari Fofana était un officier courageux, discipliné, ponctuel, dévoué, qualifié et surtout remarquable par sa manière de faire vis-à-vis de ses compagnons d'armes. Sache que le bataillon du génie militaire et la 4e région militaire ne t'oublieront jamais. Il était une personne dévouée pour servir sa nation, sa famille entière. Il était très humble, compréhensif et généreux, toujours disponible et investi pour son prochain. Après le recueillement sur les dépouilles mortelles et les prières et bénédictions, colonel Boukari Fofana et le colonel à la retraite Fodebo Karsila Vivas rejoignent successivement leur dernière demeure au cimetière de Sanoya et de Cameroun. Que leur âme repose en paix. Amen. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour d'autres actualités de la Guinée, notre paradis terre de richesse et d'innovation. Je vous souhaite à tous de passer une belle soirée en compagnie de nos programmes.